Oui, donc ce cours, vous allez voir, ce cours et le prochain aussi lié à la digitalisation et à l'impact du numérique dans le management sont plutôt des choses relativement faciles, donc pas très compliquées techniquement parlant. Quelques petites notions à retenir et quelques petits concepts aussi à voir, mais ça fait surtout aussi, c'est l'occasion aussi d'avoir des échanges avec vous concernant votre vision justement des choses, encore plus quand on parlera de l'impact du numérique, et puis de pouvoir aussi mettre quelques points de cours que vous avez dû voir l'année dernière, relatifs notamment au RGPD. Je ne sais pas si ça vous parle. Je ne sais pas si est-ce que le RGPD ça signifie quelque chose pour quelqu'un. Dites-moi tout. Rien pour Mathilde, non plus pour Valérie, Moi non plus. Charlotte non plus. Ok, bon c'est pas grave, hein. Normalement c'est un chapitre qui a été vu règlement européen. Oui c'est ça, oui. C'est un règlement européen pour la protection des données. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, hein. Je ferai le point là-dessus. Peut-être que dans une prochaine séance, on se fera un petit test pour voir où vous en êtes par rapport à ce chapitre. Ça fait suite notamment au contrat numérique et à la protection des données personnelles dans l'espace numérique et à la protection aussi du patrimoine immatériel de l'entreprise dans l'espace numérique. Ce sont deux chapitres. Ok, vu. Ok, bon, ça permettra de se remettre un petit peu tout ça en mémoire. Mais vous voyez, c'est des notions dont on va avoir besoin pour le traitement de ce chapitre et encore plus pour le traitement du chapitre prochain. Enfin, un petit peu moins ici, mais surtout pour le traitement du chapitre prochain. Donc, on aura l'occasion d'y faire référence. Donc, ici, on va aborder le problème de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la GPEC. Et dans ce mot, il y a un mot qui est hyper important dans cette appellation. Il y a un mot qui est hyper important, c'est le mot prévisionnel. Il tient, il définit tout ce qu'est ce chapitre, c'est-à-dire qu'une entreprise aujourd'hui, elle a besoin d'anticiper. Alors, elle a besoin d'anticiper tant en termes techniques, elle a besoin d'anticiper en termes financiers. On l'a vu notamment dans la gestion budgétaire, dans les chapitres sur la gestion budgétaire. On avait des prévisions qui pouvaient se faire au trimestre, voire à l'année. Et plus une entreprise va anticiper et donc va prévoir avec les éventuels, bien sûr, impondérables, plus elle aura des chances de réussite. Bien souvent, on dit gérer, c'est prévoir. Et ici, ça prend tout son sens. Euh, Parce qu'une entreprise va devoir gérer ses ressources financières, comme je vous l'ai dit, mais elle va devoir aussi gérer ses ressources humaines. Autant d'un point de vue quantitatif, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'événements extérieurs ou intérieurs vont pouvoir l'amener à soit procéder à des recrutements futurs, ou prévoir des recrutements futurs, ou prévoir des licenciements futurs. D'accord. Mais tant au point de vue aussi qualitatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les salariés que nous avons, peut-être qu'on aura besoin de salariés plus performants, techniquement parlant, qui ont d'autres domaines de compétences. Et à partir de là, on va devoir modifier un peu la structure qualitative de l'ensemble de nos salariés. Alors, c'est dû à quoi ces prévisions et ces modifications qui peuvent être entrevues? D'abord, c'est dû à un certain nombre de facteurs extérieurs. Les facteurs extérieurs sont obligatoirement la modification de l'environnement de l'entreprise. Modification qui peut se faire comme on le vit aujourd'hui, hein. Par exemple, une crise Covid, d'accord, mais on a eu d'autres crises qui ont touché le secteur économique par les années futures. La crise de 2008 des subprimes, issue un petit peu des emprunts toxiques américains. Une crise aussi en 2001 lors des attentats, notamment des tours à New York. Ça a provoqué des crises économiques relativement importantes. Et aujourd'hui, on a une crise sanitaire qui
engendrera obligatoirement une crise économique. On a eu aussi le choc pétrolier en 1974, qui a provoqué là une hausse des tarifs du pétrole et donc de tous les tarifs et de tous les produits dérivés, plastique, essence, etc. Donc, qui ont eu des impacts concernant les entreprises. Alors, clairement, effectivement, ici, on ne va pas discuter de la petite PMI, PME, de la boulangerie qui est au coin de votre rue, où il y a deux apprentis, une vendeuse et un boulanger. Même si, malgré tout, ils peuvent être touchés par d'autres choses. Mais on parlera plutôt, effectivement, des grandes entreprises ou des entreprises qui ont un nombre de salariés relativement important qui peuvent être amenés à modifier leur structure de personnel par rapport à ces crises. Alors, ces crises, soit elles se vivent, comme on les a aujourd'hui, ou soit elles s'anticipent. Alors, là, je vous parle de crise, mais on a d'autres phénomènes encore qui peuvent modifier la structure du personnel. C'est par exemple l'arrivée de nombreux concurrents sur le même secteur d'activité que le nôtre, qui va devoir ici nous obliger à avoir une modification de notre personnel. Alors peut-être soit en favorisant une stratégie de diversification ou éventuellement de réduction des coûts de personnel. Ces modifications, on voit, elles sont liées à éventuellement des phénomènes extérieurs à l'entreprise, mais qu'elle se doit d'anticiper, mais elle peut être aussi liée à une modification de la stratégie de l'entreprise. On imagine qu'une entreprise qui décide d'attaquer un nouveau marché parce que stratégiquement, elle pense qu'elle a sa place sur ce nouveau marché, elle va devoir obligatoirement anticiper les choses et devoir modifier sa structure de personnel pour pouvoir arriver à la stratégie voulue. Je pense notamment par exemple à Free. Free, il y a maintenant 5-6 ans peut-être, au départ n'était qu'un opérateur Internet et a décidé de se lancer dans la téléphonie, alors avec les impacts qu'on connaît, notamment sur le prix des forfaits qui ont fortement baissé. Donc ça, c'est l'impact côté client et le bénéfice de la concurrence, je dirais. Mais pour se lancer sur le marché de la téléphonie, il faut avoir le personnel qui soit qualifié pour attaquer ce type de marché, autant techniquement que globalement. Il faut des vendeurs, il faut des acheteurs qui négocient avec Apple, voilà. Donc on n'a plus le même métier. Alors même si c'est un métier qui n'est pas différent de façon importante, mais on n'a quand même plus le même métier. Donc on a dû obligatoirement adapter ou se faire adapter le personnel pour pouvoir répondre à la stratégie de l'entreprise. Voilà un petit peu comment et autour de quoi tourne la gestion prévisionnelle des employés et des compétences. C'est pour s'adapter aux phénomènes extérieurs, mais aussi pour s'adapter aux volontés internes de l'entreprise, volontés qui sont nées de la stratégie de l'entreprise. Ensuite, maintenant, quelles sont les possibilités de plan d'action pour se dire, voilà, aujourd'hui, notre personnel, il est composé de 150 salariés, avec 50 ouvriers, 30 cadres supérieurs, 30 cadres de direction, des agents techniques, un pôle spécialisé dans la comptabilité, un pôle spécialisé dans la vente. On a notre structure d'entreprise avec notre pyramide des âges. Vous savez ce que ça représente, c'est-à-dire qu'on a autant de personnes qui ont tel âge, autant de personnes qui ont tel âge, autant de personnes qui ont tel âge, qui vont permettre, là, par exemple, de déterminer le nombre de départs en retraite qu'il va falloir, par exemple, anticiper, parce que les personnes qui partent à la retraite, il va bien falloir les remplacer, et peut-être les remplacer par des gens qu'il faudra former. Donc tout ça, ça s'anticipe, tout ça, ça se prévoit. Donc on prend notre structure d'aujourd'hui, on imagine notre structure avec tous les phénomènes que je vous ai dit pour répondre aux phénomènes extérieurs, répondre à la stratégie dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Et on se dit, voilà, comment faire pour avoir du personnel en termes de quantité et de qualité comme ça aujourd'hui, comment faire pour y arriver comme ça demain. Voilà l'écart que nous avons et nous devons mettre un plan d'action pour ici
faire que l'écart se réduise de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance vers l'objectif. Donc, plusieurs possibilités sont offertes à l'entreprise. D'abord, de recruter, première chose, de recruter. Si elle a besoin de personnel en nombre, bon, avec tous les systèmes de recrutement, soit en passant à l'interne, soit en passant à l'externe, en ayant des partenaires type Pôle emploi, comme on le sait, mais aussi des cabinets de recrutement qui peuvent aider l'entreprise à recruter généralement des profils bien spécifiques dont elle aura besoin. Bon, ça, c'est la première chose. Malheureusement, quand l'entreprise doit affronter euh, une stratégie et un environnement extérieur qui est plutôt hostile, elle va devoir malheureusement réduire son personnel. Là, on passe par donc, des licenciements. Aujourd'hui, nous sommes 3000. Demain, si on veut pouvoir résister à la concurrence, il va falloir réduire nos coûts de personnel et donc passer de 3000 à 2500. On le voit malheureusement assez souvent. Et on peut même se poser la question dans ce cas-là, et c'est ce qui est souvent mis en avant quand il y a des plans comme ça de licenciement massif dans les entreprises, c'est d'avoir en face des entreprises qui pour l'instant font du bénéfice. D'accord? Et on ne comprend pas pourquoi on se dit, voilà, l'entreprise fait du bénéfice et pourtant elle licencie. Pourtant, il y a des licenciements. Parce que c'est une gestion prévisionnelle. C'est une gestion pas à court terme, c'est une gestion qui se fait sur 5 voire 10 ans. On se dit que voilà, avec la structure que l'on a à l'heure actuelle, on fait du bénéfice, mais demain, malheureusement, on va tendre à baisser ce bénéfice, encore baisser ce bénéfice et encore baisser ce bénéfice, jusqu'à arriver à un niveau malheureusement critique où là, on sera dans une zone de perte. Et dans une zone de perte, il est beaucoup plus difficile de réagir que dans une période où on est en notre bénéfice et où on peut avoir un accompagnement des salariés qui seront licenciés beaucoup plus intéressant en ayant un accompagnement via des primes, via des cellules de reclassement, via des choses comme ça, qui permettront aux salariés, alors qui n'est jamais content de perdre son emploi, j'en suis tout à fait convaincu, hein, il n'y a aucun problème pour ça, mais de bénéficier peut-être de mesures beaucoup plus intéressantes pour lui pour retrouver un emploi, ou encore de pouvoir bénéficier de départs volontaires, accompagnés de primes qui sont relativement importantes, et puis voilà, d'avoir une structure de salariés qui soit plus légère pour que l'entreprise puisse affronter un secteur qui devient de plus en plus concurrentiel, par exemple pour l'avenir. Ça, c'est la chose, ça, c'est une chose. Donc, adaptation ici des salariés en nombre par du recrutement ou du licenciement par rapport aux besoins que l'entreprise a. Et ensuite, on a d'autres choses. Je vous écoute, Mathilde. Moi, je voulais savoir si le salarié qui sait qu'il a été licencié alors qu'il y a du bénéfice dans l'entreprise peut se retourner contre les patrons. Alors, bien sûr, les licenciements économiques demandent aujourd'hui, il y a un encadrement des licenciements économiques. Donc, il y a des critères que l'entreprise doit mettre en avant pour pouvoir dire je procède à un licenciement économique. Notamment une baisse des carnets de commandes ou des choses comme ça. Donc, bien sûr, si ces critères ne sont pas respectés, le salarié va pouvoir éventuellement agir contre l'entreprise en redemandant à ce que son licenciement soit qualifié de sans cause réelle et sérieuse. D'accord? Il y a quand même un encadrement, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne dit pas « Ah bah tiens, j'ai décidé de faire ça, je vais licencier ». Non, 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 vous savez que le licenciement est fortement encadré, d'accord, et que des critères sont nécessaires pour pouvoir procéder à ce type de licenciement. Vous entendez souvent parler de ce qu'on appelle des PSE, des plans sociaux d'entreprise, ou des plans de sauvegarde de l'emploi. Ces plans-là concernent en général des grandes entreprises qui vont avoir des licenciements plutôt importants. Alors, il y en a un qui est prévu, on en rediscutera après chez Auchan, qui a été annoncé et qui sera certainement mis en œuvre. Mais avant que ce plan soit mis en, peut-être comme Sanofi, je ne suis pas au courant pour Sanofi, mais peut-être comme Sanofi, je vais regarder, il y a un PSE chez Sanofi qui est prévu. Je suis un peu étonné en cette période. PSE Sanofi. Effectivement,
Sanofi, 364 postes supprimés dans la recherche. Le laboratoire prévoit de supprimer 1700 postes en Europe. Et ça date de quand? Oh, de 2021 quand même. Oui, oui, du mois de janvier. D'accord. Certaines postes nationales depuis l'annonce d'un plan social, principalement dans la recherche. Plusieurs salariés ont manifesté jeudi contre le. Ok. Voilà, par exemple, Sanofi, bon, je lis rapidement comme ça, mais vous essayez bien de me donner aussi d'autres exemples, va supprimer pratiquement 400 postes, d'accord, parce qu'ils annoncent un besoin de réorganisation et de regrouper, par exemple, des unités de production, des choses comme ça, qui, voilà, obligatoirement, bah, si votre usine ferme, qu'on regroupe deux usines, voilà, c'est obligatoirement plan social à la clé. Mais il y a quand même un encadrement. Et généralement, quand un plan social est discuté longtemps à l'avance, les syndicats jouent leur rôle, c'est-à-dire qu'ils essayent d'avoir le plus d'avantages pour les salariés qui sont concernés par ce plan social, et ce qui permet, en général, par exemple, d'avoir des salariés qui partent et qui vont toucher des primes importantes, et qui vont surtout, alors au-delà de la prime, parce que la prime, elle est vite utilisée en général, d'accord, et que quand on a des salariés dans des secteurs très compliqués, retrouver un emploi, ce n'est pas toujours facile. Donc, généralement, l'employeur s'engage aussi à mettre tout en place, notamment des cellules de reclassement, de la formation professionnelle, et met beaucoup de budget pour qu'il y ait moins de salariés qui restent sur le carreau, je dirais, au départ. Alors, c'est dans le monde tout rose. Des fois, il y a des choses qui se passent moins. Goudieur, Amiens, hein, du jour au lendemain, fermé alors qu'ils avaient bénéficié d'aides relativement importantes. D'accord. Je ne dis pas que tout est toujours fait parce que c'est obligatoirement un besoin pour l'entreprise. Malheureusement, de temps en temps, c'est fait aussi pour satisfaire les profits de l'entreprise et uniquement les profits de l'entreprise. Alors, voilà, c'est une discussion qu'on pourrait avoir pendant des heures et des heures, mais nous, voilà, dans le cadre de notre apprentissage, là, c'est voilà, se dire comment l'entreprise peut adapter sa masse salariale, peut adapter ses salariés à des situations ou à une stratégie nouvelle. Donc, je disais qu'elle a la possibilité d'embaucher, ça c'est quand tout va bien, elle a la possibilité de licencier, mais elle a aussi la possibilité de gérer un peu les carrières et de profiter par exemple d'axes comme la mobilité pour faire transférer des compétences dans un lieu alors qu'elle les avait dans un autre, ou de regrouper un certain nombre de compétences. Et elle a surtout la possibilité de faire monter ses salariés en compétences quand il y a un besoin de modification des compétences des salariés par la formation, chose dont on a déjà parlé dans notre chapitre précédent. Alors, l'entreprise doit absolument, comme je le disais tout à l'heure, veiller à être en phase avec l'environnement, et notamment l'environnement technologique qui, voilà, qui touche aujourd'hui le marché de la consommation. Je vais vous parler d'Auchan. Auchan a raté le virage de la digitalisation. A raté deux virages. Le virage de la digitalisation, d'accord, et celui du commerce de proximité. D'accord. Je vais d'abord vous illustrer son manque dans le commerce de proximité. Aujourd'hui, alors à Lille, puisque Mathilde est là, à 2 pas de l'établissement, nous avons un Carrefour Market. D'accord. À Nice, à Montpellier, partout dans les villes maintenant, il y a des petites structures comme ça, des petits centres commerciaux assez réduits, d'accord, qui répondent à un véritable besoin des citadins. Le modèle de la grande surface hyper, voilà, Carrefour City, où je vais chercher mes pâtes tous les midis. Donc, le modèle de la grande surface, le grand centre commercial où on rentre le samedi à 2 heures de l'après-midi, on ressort à 5 heures avec une tête comme ça, un panier rempli, non pas qu'il soit dépassé, mais il ne répond plus à tous les besoins que, notamment, les gens qui habitent en ville ont. Alors bien sûr, ces grands centres répondront toujours à certains besoins, mais aujourd'hui,
les gens ont besoin aussi de pouvoir trouver un commerce de proximité qui est ouvert de 7h à 22h le soir, y compris de temps en temps le dimanche, et que ce soit près de chez eux. Et ça, Auchan l'a raté. Parce que qu'est-ce que vous avez? Vous avez des Carrefour City, vous avez des Carrefour Market, vous avez des Carrefour Machin, des Carrefour Coccinelle. Enfin, toute cette implantation que Carrefour a réussi, lui, il s'est dit, voilà, pas, il faut se rapprocher un peu plus des gens. Le concept grand magasin avec tout à l'intérieur, restaurant et tout, c'est bien, mais ça ne répond plus à tous les besoins. Et notamment aux besoins de la semaine, voilà, où la personne n'a pas envie de faire 10 bornes pour aller jusqu'au grand centre commercial, passer 2 heures dans le centre commercial pour acheter 2 trucs dont elle a besoin. Et donc Carrefour s'est dit, voilà, il nous faut une modification de notre approche, une modification de notre stratégie en développant une gamme de petits magasins. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont réussi, puisque vous en avez partout aujourd'hui, partout, partout, partout. Auchan l'a raté, ça. Il n'y a aucun Auchan. Il y a des petits intermarchés, il y a même des petits monoprix. Donc il ne faut pas trop en faire rester sûr. Alors là, je n'ai pas du tout compris. Je n'ai pas eu le temps de lire. Simply Market. Et c'est Simply Market l'Auchan. Ouais, mais il y en a beaucoup moins. Alors, je vais dire, hop, ce que vous m'avez dit. Donc, il ne faut pas trop en faire rester la limeuse sans trop s'éparpiller. Oh, Mathilde, je ne comprends pas. Bah, vous aviez l'air de dire que Auchan, il avait raté un peu le truc parce que dans leur enfin, dans leur grand magasin, il y avait plein d'autres services et en fait, c'était moins ça qui nous intéressait quand on s'y rendait. Ouais, mais alors la problématique, vous avez raison, hein, sur les services associés de Auchan. Flunch, c'est Auchan. Decathlon, c'est Auchan. Pizza Pie, c'est Auchan. Donc il y a un certain nombre d'enseignes Auchan a créé pour donc alimenter ces grands centres commerciaux. Et c'est compliqué. Aujourd'hui, ce sont des structures qui tombent un peu en désuétude, hein. Il y avait Crocodile, je ne sais plus quoi, là, mais tout ça, géré par Auchan. Et donc, alors même si les Simply Market, je ne savais pas, hein, mais même si les Simply Market sont de Auchan, enfin, en tout cas, il y a eu vraiment un ratage puisqu'ils sont beaucoup moins développés que ce qu'a pu faire Carrefour. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est la digitalisation. Alors, on s'en rend peut-être pas compte, mais au niveau global, Auchan a raté complètement son arrivée sur le marché de la digitalisation. C'est quoi la digitalisation? C'est la possibilité, comme vous le faites peut-être, de faire votre course sur le drive très rapidement, d'arriver dans les magasins et d'avoir des scanettes pratiquement, vous n'avez plus besoin de passer à la caisse parce que tout aura déjà été scanné. C'est les caisses automatiques sans caissière. Toute cette partie-là, d'accord, toute cette partie-là, Auchan l'a, alors peut-être pas forcément raté, puisque il y a l'application, il y a une application Auchan, on peut certainement faire du drive, etc. Mais en tout cas, l'a beaucoup moins développé que ce qu'a pu faire son grand concurrent, Carrefour et même Intermarché. Je vous écoute, Charlotte. Mais monsieur, Auchan Drive, ça existe, non? Oui, oui, oui. Alors, je n'ai pas dit que ça n'existait pas, d'accord? Mais c'est Mais c'est beaucoup moins moins. développé. Ok, d'accord. J'ai pas du tout, même les caisses automatiques, Auchan les fait, même les scanettes autonomes, Auchan les fait. Mais malgré tout, euh, globalement, leur part de marché via via la digitalisation est beaucoup moins importante que celle que Carrefour, puisque j'avais moi vu comparer les deux essentiellement, celle que Carrefour a. J'ai plus les chiffres en tête parce qu'il y a plus d'un mois que j'avais lu ces articles-là. Mais je vais donner des chiffres qui ne sont certainement pas les réalités. Carrefour fait 10% de son chiffre d'affaires via des applications digitales, le Drive, etc. Auchan, pour vous donner un ordre de grandeur, Auchan n'en fait que 3%. Alors, Valérie nous dit que Leclerc, c'est. Mais Leclerc a une implantation beaucoup moins nationale. Leclerc a une implantation beaucoup plus. Vous trouverez beaucoup plus de magasins Leclerc dans certaines régions, notamment dans l'Est, en Bretagne, c'est leur région d'origine. Alors, c'était les premiers champs à mettre en plein et les caisses automatiques. Peut-être.
peut-être, Anan, vous avez raison, mais aujourd'hui, les chiffres sont là. Peut-être que les applications n'ont pas été modernisées. Je pense, voilà, j'ai pas essayé de faire, mais je sais que j'ai déjà fait mes courses Intermarché ou Carrefour Drive. D'accord. Voilà. Donc Auchan s'est aperçu de sa problématique pour le digital. Et qu'est-ce qu'a fait Auchan là en début d'année, puisque cette problématique, elle s'est encore plus retrouvée période Covid. D'accord. Période Covid, chaque entreprise a vu ses lacunes en matière de digitalisation. D'accord. Chaque entreprise. Tout le monde s'est rendu compte que sur Internet, ils étaient nuls. Et à partir de là, ils se sont dit, ah, voilà comment, même le jour où on retrouvera une vie normale, comment on va pouvoir booster nos ventes. Et de toute façon, on s'aperçoit qu'il y a une attente. Et que de plus, depuis un an, le consommateur prend l'habitude. Avec la mise en place. Puis surtout, aujourd'hui, les magasins sont fermés à 18h. Et à Nice, il n'y a plus de magasins le week-end. Et à Dunkerque non plus. Et dans le Pas-de-Calais non plus. Donc, aujourd'hui, si preuve en est de ce besoin de digitalisation, Amazon n'a jamais vendu autant qu'en ce moment. Jamais autant. Donc, c'est qu'il y a un besoin. Donc, pour revenir sur mon affaire Auchan, en début d'année, s'est dit, merde, on a raté un truc. Vu tout ce qui s'est passé l'année dernière, on a raté un truc. Notre modèle de digitalisation, notre modèle de vente à distance, de click and collect, de tout ce que vous voulez, ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas bien, pas autant que les autres. Pourquoi Carrefour fait 10% de ses ventes sur, via la digitalisation et nous, on ne fait que 3%. On n'a pas, voilà, on n'a pas mis suffisamment de ressources. Donc, il faut qu'on rattrape notre retard d'ici 5 ans. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et le choix a été le leur. Hein. Il est certainement contestable et on peut en discuter. On va virer des gens, puisque ceux qui sont en place n'ont pas envie de faire ça. Ils sont réfractaires au changement. Et on va recruter de nouveaux collaborateurs, beaucoup plus ouverts à la problématique de la digitalisation et surtout beaucoup plus compétents. Et on va mettre en place un grand système, une grande réforme, une grande modification pour être beaucoup plus présent sur Internet, pour être beaucoup plus présent à distance pour nos consommateurs. Et donc, vous voyez que c'est ici, le propos, c'est de vous dire, voilà comment on va adapter les salariés. On va modifier sa masse salariale d'ici 5 ans, modifier la structure des salariés pour répondre à un besoin stratégique ce besoin stratégique né d'un constat des facteurs externes à l'entreprise. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous permettre de ne pas avoir une entreprise qui soit présente sur le web. Soit juste en vitrine, voilà ce que nous faisons, blablabla. Mais obligatoirement, aujourd'hui, 90% des entreprises provoquent de l'interaction, soit de la connaissance, ou soit de l'achat, ou soit du service après-vente, de la réclamation, de tout ce que vous voulez, mais dans tous les cas, il y a un trafic, il y a de la circulation entre l'entreprise et le consommateur via Internet. Aujourd'hui, les services réclamation se font principalement sur Internet. L'arrivée de plus en plus massive de l'intelligence artificielle va modifier complètement les structures des entreprises au niveau des salariés. Je ne sais pas si vous en avez une chez moi, mais moi, je m'y suis mis voilà, maintenant 2 ans. J'ai une Google Home, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je lui dis allume-moi les lumières, elle m'allume les lumières, mets-moi la musique, elle me met de la lumière, musique, etc. Bientôt, je pourrais lui dire fais-moi un café, elle me fera un café. Donc, je suis adepte de café. Je vous dis ça parce que Google vient de lier un partenariat avec Carrefour pour que vous puissiez, d'ici un an peut-être, faire vos courses à partir de la Google Home. D'accord. Donc, de l'assistant vocal Google. Vous voyez. Et là, Carrefour a pris une longueur d'avance. Aujourd'hui, sur les acteurs du marché de
l'assistant vocal, c'est quoi? C'est Google, Amazon, Siri. Après, vous en avez quelques autres, mais aujourd'hui, on a trois acteurs principaux. Et Bing, qu'est-ce qu'a fait Auchan dans sa stratégie et dans sa volonté d'être super présent sur le numérique? Alors même si peut-être que ça ne marchera pas, on ne sait pas, d'accord? Mais demain, vous direz OK Google, envoie ma liste de courses au magasin. Euh, Google va envoyer votre liste de courses au magasin. Votre carte bleue elle sera déjà enregistrée. Bing, vous serez débité. Google va vous dire bon, OK, vous avez rendez-vous dans 1 heure au magasin pour récupérer vos courses. Bing, et voilà, l'affaire sera réglée. On est au must de l'intelligence artificielle et de la digitalisation. Et ça, c'est Carrefour qui l'a fait, c'est pas Auchan. Donc c'était voilà, pour vous indiquer que effectivement, aujourd'hui en entreprise, on a besoin de personnes qui maîtrisent ce domaine. Site internet, intelligence artificielle, etc., etc. Et obligatoirement, les entreprises vont devoir adapter leur masse salariale et leurs salariés à ce type d'activité. Avez-vous des questions par rapport à ça? Je vais vous montrer l'article. L'article. Tac, tac. Il est où cet article? Alors, il était sur le chapitre suivant. Voilà. Je vous montre ça. Vous voyez, Carrefour s'allie avec Google pour innover dans le e-commerce. Je vous laisse lire ça pendant ce moment-là. Je regarde vos messages. Alors, Mathilde nous fait part de sa peur de la disparition du service humain. Et Anna nous renvoie sur un article. Alexandre Bompard, donc c'est le PDG de Carrefour, stratégie digitale du groupe Carrefour sur les 5 ans. Ouais, ça serait pas mal de. Je regarderai cet article. Merci, merci Anna. Ça peut être sympa à lire. D'accord. Alors, moi, j'ai envie de vous poser la question. Je vais cliquer dessus pour ne pas perdre le lien. Hop, je ne sais pas ce que ça va faire. Donc, c'est tout bon. D'accord, je vais lire ça et je regarderai un petit peu ouverture de 170 drive. Okay, développement de la livraison H+1. Ouais, je pense que ça aussi, ça va être l'avenir. Hein. C'est qu'aujourd'hui, on est encore. Enfin, ça existe déjà, mais pas partout. Mais aujourd'hui, on est encore dans le système Drive. Vous commandez sur Internet ou sur une application, vous allez là-bas, on vous met les courses dans le coffre et vous revenez. Demain, vous cliquez, enfin, vous parlez à votre assistant vocal Google, Siri ou Amazon, vous lui dites, voilà, j'ai préparé la liste de courses dans mon téléphone, est-ce que tu peux l'envoyer à Carrefour? Et 1 heure après, il y a un mec qui sera chez vous avec toutes vos courses. Je suis sûr que et ça dans pas très longtemps, dans 2 ans, on y est. Dans 2 ans, on y est, c'est sûr. On revient un peu en arrière. Alors, vous n'avez pas connu, mais moi j'ai connu, quand j'étais petit, la camionnette du pain qui passait. Donc le pain arrivait jusqu'à la maison, ou le fromager qui passait dans tous les villages et dans toutes les villes, qui klaxonnait, et ma mère allait chercher ce qu'il fallait.
Vous voyez finalement, des fois, on a un retour en arrière, pas dans les mêmes conditions. Ça existe encore pour le pain dans ma ville. Alors, votre ville doit être une petite ville, Mathilde, je pense, un petit village. Oui, oui, mais c'est vrai que le pain, ça existe encore. Vous voyez, pratiquement, on a un retour en arrière. Voilà, on revient en arrière avec d'autres technologies euh, parce qu'on s'est aperçu de la limite du grand magasin. Quand on s'est aperçu de la limite du grand magasin, moi, perso, les grandes surfaces, je n'y vais plus du tout. C'est affreux, c'est affreux. Euh, oui, avec. Et est-ce que le contraire ne va pas se passer? Ou est-ce qu'on n'est pas dans des cycles par rapport à tout ça? Moi, ce que je voulais aussi vous demander par rapport à ça, oui, par rapport à la surconsommation, ça a ses limites, évidemment. Ce que je voulais demander par rapport à ça, vous, dans votre métier futur de diététicienne, comment, si jamais vous vouliez vous installer ou si vous vouliez créer votre propre structure ou votre propre activité, l'arrivée du digital, vous voyez quel impact par rapport à ça, par rapport à votre future activité? Vous ne pouvez pas ne pas l'envisager. Pourquoi vous ne pouvez pas ne pas l'envisager? D'abord, allez-y Mathilde. Quand vous dites ça, c'est par exemple si des gens veulent prendre rendez-vous ou quoi très rapidement. Par exemple, Oui, bah là, du coup, c'est positif pour nous. Enfin, ça nous facilite la vie. Par exemple, le rendez-vous est pris sans que nous, on doit valider derrière. Et puis, limite, notre emploi du temps de la journée, il arrive sous nos yeux comme ça. voilà, c'est le système un peu Doctolib, hein. Oui, voilà. Euh, Aujourd'hui, les médecins peuvent adhérer à ce système, ça leur met effectivement toutes enfin, ça leur prend le rendez-vous, c'est l'assistante ou la secrétaire numérique, hein, pratiquement. Est-ce que vous verriez, vous, est-ce que par exemple demain, si vous avez une offre de quelqu'un qui vous dit, voilà, moi je vous crée votre site internet, le client va rentrer plein de données, et il peut y avoir déjà, comment dire, pratiquement un régime qui lui soit directement fourni par une intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous penseriez de ce type d'application? Derrière, il pourrait y avoir aussi le confort d'une vraie diététicienne, hein. Bah, on sert plus à grand-chose, quoi. Ouais, mais vous, malgré tout, au départ, euh, toute, a- toute intelligence artificielle a besoin d'apprendre. D'accord. Alors, vous ne servez plus à grand-chose, oui et non, parce qu'il y a toujours des situations. On pourrait avoir des situations standards. D'accord. Bonjour, voilà, je suis en surpoids, je dis n'importe quoi, hein, je suis en surpoids, je pèse, je ne sais pas moi, allez, je vais dire 90 kilos, je mesure 1,60 m. La personne rentre ce qu'elle mange, rentre son activité, enfin, rentre toutes les données nécessaires pour qu'un régime préétabli, ses préférences gustatives aussi, euh, et boum, ça lui sort le régime. Ça existe déjà, vous me dites? Oh, merde, j'avais une idée là de nouveaux produits. Valérie nous dit ça existe déjà. Bah, qu'est-ce que vous en pensez de ce type? Alors, est-ce que, par contre, ce qui serait possible, c'est qu'aujourd'hui, ça existe peut-être, mais qui réalise les régimes? Est-ce qu'il y a de véritables professionnels derrière? Euh, Est-ce qu'il y a de véritables professionnels derrière qui valident quand même les régimes et qui peuvent éventuellement proposer des consultations réelles pour dire de garder quand même ce petit... Moi, je suis Bah, persuadé. j'espère quoi. J'espère qu'il y a vraiment des professionnels derrière quand même. euh, Après, je pense que certaines personnes, il y a peut-être un frein pour certaines personnes à venir voir une diététicienne. D'accord. Alors, je pense que ça, vous le voyez dans vos cours. Il y a peut-être un frein, c'est peut-être un peu compliqué, il faut s'organiser, il faut prendre des rendez-vous, c'est pas toujours libre quand je veux, etc. Le fait d'avoir une hyper digitalisation, comme je vous en parlais, a priori ça existe déjà, donc j'ai déjà un train d'inventaire, ou de pouvoir faire des consultations en visio. Qu'est-ce que vous pensez des consultations en visio? Valérie, dites-moi.
Bah, moi, je pense que c'est bien en visio, par contre, mais les applis, pour le coup, je suis pas très favorable parce que je pense qu'il y a trop de dérives et surtout que c'est utilisé souvent par le milieu sportif D'accord? qui propose donc des régimes genre diète cétogène, etc., avec une activité physique en parallèle. Mhm. Donc, je trouve qu'il y a trop de dérives. Il y a des personnes qui se positionnent en tant que pseudo-diététiciens qui sont nutritionnistes parce qu'ils font un DU ou juste une formation. Donc, moi, je suis pas favorable. Par contre, Alors, effectivement, le problème que vous soulevez, c'est qui est derrière tout ça? ouais. Alors, quand Qui est ce derrière? sont il y a des entreprises privées qui le sont derrière ça, avec des diététiciennes que le patient peut avoir, par exemple, au téléphone. Et là, pour le coup, c'est bien encadré. Voilà. Voilà. Je pense que effectivement, comme dans toute application, hein, c'est de savoir voilà, qui a fabriqué et qui est derrière tout ça. Et est-ce que moi, je peux avoir aussi un contact avec quelqu'un pour me rassurer d'abord et pour éventuellement avoir et proposer une situation qui n'est pas, je dirais, commune. D'accord? Parce que clairement, bon, bah, la personne qui a 10 kilos en plus et qui ne fait pas trop de sport, qui n'a pas de problème de santé autre ce léger surpoids, je ne suis pas diététicien, mais je suppose que le régime qui va être proposé, il est plutôt facile à élaborer. Encore une fois, je ne suis pas du tout diététicien, hein, donc je m'avance un peu. Mais une personne qui présente certaines complications type diabète ou autre problème de santé, là, on peut avoir un régime qui soit beaucoup plus difficile à établir et qui demande voilà, des véritables connaissances d'une diététicienne. Alors, je ne sais pas qui a le... Alors moi, je connais un peu le domaine là pour le coup parce qu'il existe donc, comme je disais, des plateformes avec des numéros verts. À partir du moment où vous êtes diabétique, bien souvent, vous êtes répertorié parce que vous avez du matériel, ne serait-ce qu'un lecteur de glycémie et autres. Donc il D'accord? existe des fichiers clients spécifiques pour ces patients-là qui sont répertoriés en pharmacie. Donc à D'accord. partir de là, le patient, lui, on lui donne différentes possibilités et il a des numéros verts pour avoir directement des diététiciens en ligne. Voilà. Mais là, on est sur des cas particuliers, hein, bien sûr. Mhm, Donc bien le sûr. patient téléphone et ça se passe sur rendez-vous, il prend un rendez-vous téléphonique. Voilà. D'accord. Donc, vous voyez que votre métier est aussi touché par ce phénomène hein, de digitalisation. Et vous qui rentrerez, alors je ne sais pas quels sont vos projets professionnels à toutes, hein, mais bah, pour celles qui voudront à un moment donné se lancer en libéral, il faudra avoir une véritable réflexion sur l'approche digitale de votre métier. Bon. Euh, je pense aujourd'hui on ne peut plus s'en passer. On ne peut plus dire voilà. Parce que de toute façon, la première chose qu'un patient va faire, qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? La première chose. Bon, allez, voilà, j'ai un peu de surpoids. Tiens, j'ai un pote qui m'a dit que ça serait bien d'aller voir une diététicienne. C'est plus facile de faire un régime quand quelqu'un me l'a conçu et me l'a conçu spécialement pour moi. Qu'est-ce que je vais faire à votre avis? La première chose que je vais faire? Internet, obligatoirement. Regardez sur Google les avis, exactement. D'accord. Donc je vais regarder, je vais taper diététicienne Lille. Et hop, et on peut faire l'expérience en direct live. Si je tape diététicienne diététicienne, hop, Lille, parce que évidemment je suis à Lille. Alors déjà j'ai une diététicienne nutritionniste, j'ai une diététicienne ici à Lille, et hop, direct, je tombe sur Doctolib. Hein. Alors si je fais ça, est-ce qu'il y a un site internet, site web par exemple? Hop, voilà, direct, prise de rendez-vous. Voilà, j'ai tapé sur. Ok, ouais. Votre cabinet. Ok. Voilà, j'ai tapé diététicienne Lille, j'ai vu un site internet, j'y suis allé, boum, contact, rendez-vous, monsieur, parce que voilà, on peut prendre rendez-vous tout de suite. Et ça, c'est aujourd'hui, malheureusement, enfin, pas malheureusement, non. C'est une évolution diététicienne nutritionniste, diplômée d'État. Alors, je ne savais pas qu'il y avait un diplôme d'État. Je suis un peu étonné, mais
parce que le DUT ou le BTS, qui sont les seuls, l'impédance-métrie. Alors là, avec tout, hein, j'ai les tarifs. Alors, hop, ça coûte combien cette affaire? 50 € pour une durée de 45 minutes. Bilan nutritionnel, suivi diététique 35 minutes. 30 minutes, 35 €. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, le truc ici, c'était de vous faire prendre conscience qu'aujourd'hui, voilà, la digitalisation, la montée en compétences, et dans votre formation, il y a très peu. Hein, je pense que vous abordez, à part avec moi, mais nous, on le voit plutôt, voilà, parce que j'essaie de le rapprocher à votre métier, mais vous n'êtes pas trop sensibilisé à ça, je trouve. Et je pense que ça peut être quelque chose de pas mal. Ça marche. On a plutôt là fini nos chapitres gestion des ressources humaines, ce qui va pratiquement clôturer notre programme. D'accord. Il nous reste une semaine. Est-ce que oui, moi je suis à fond sur le digital, j'irai à fond. Oui, moi aussi, je pense. Ça peut pas être, on peut pas passer à côté, on peut pas le faire sans. C'est impossible. Je pense que pour des métiers comme le vôtre, où effectivement il y a besoin peut-être aussi pour certains patients d'un contact, ça doit être un complément, mais un complément qui est important. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse prendre rendez-vous sur Internet, il faut qu'on puisse avoir une sorte de questionnement-réponse, question-réponse sur Internet. Il faut que vous soyez présente sur la toile d'Aja pour vous faire connaître, mais ça peut, à un moment donné, aujourd'hui, on a des consultations Internet hein, en médecine. Hein, donc à partir de là, voilà, tout va passer par là, ou au moins une grosse partie va passer par là. Aussi présent sur les réseaux sociaux. Oui, ça va permettre de vous faire connaître. D'accord. Ça va permettre d'avoir de la visibilité. Il faut être très professionnel, très très professionnel. Attention aux réseaux sociaux et la partie personnelle et professionnelle. Attention. Parce qu'aujourd'hui, vous tapez n'importe quel nom, vous voyez les photos de vacances de Tartampion parce que les amis sur Facebook, c'est voilà, pour moi quelque chose d'un peu auquel il faut faire attention. Ma question, c'est avez-vous des chapitres de prédilection pour les révisions que j'entends mener la semaine prochaine? Y a-t-il des chapitres sur lesquels vous voulez revenir pour les choses que nous ferons la semaine prochaine? Monsieur, juste pour les stats, est-ce qu'on pourrait refaire le coefficient de corrélation? Alors, on ne Vous n'avez refera pas pas. corrigé cette partie Voilà. du BTS blanc, juste cette question-là. Oui, je vais vous dire très honnêtement pourquoi on ne va pas faire de stats. Parce que ça n'est plus au programme. D'accord? Ah, donc ce qu'on a eu au BTS blanc, on ne pourra pas l'avoir. Non, vous ne pourrez pas l'avoir. J'ai eu une Ah, c'est une discussion. bonne nouvelle. Comment? C'est bien. C'est bien, Tout ce hein? qui est indice et tout ça non plus. Non plus. Non. Toute la partie des statistiques, vous ne l'aurez pas, parce qu'elle n'est plus au programme. Alors, j'ai fait une petite erreur, moi, je l'avoue, hein, parce que je l'ai mis, c'est moi qui ai fait le BTS blanc, d'accord? Et je vous avoue très honnêtement que j'ai fait une petite erreur sur ça, puisque c'est plus au programme. Bravo, hein. Oui, mais je le reconnais. Et après, ça fait de mal à personne, vous savez, ça fait juste travailler l'esprit. Hein. Mais après, en avoir discuté avec des collègues, et justement des collègues de Montpellier, je crois, ils m'ont fait remarquer que c'était plus au programme. Et après vérification, effectivement, je me suis aperçu que c'était au programme il y a 2 ans, mais plus depuis 2 ans. D'accord. Donc, je ne vais pas vous faire travailler pour rien. Je pense qu'il y a peut-être d'autres choses à revoir. Mais et j'avoue très humblement mon erreur. J'ai une erreur sans vraiment être une erreur. Hein. Ça aurait été une erreur de continuer à vous faire travailler dessus.
Voilà, c'est pas grave, on aura appris des trucs. Oui, puis ça peut toujours servir dans la vie, hein. C'est ce que je me suis dit, c'est ce qu'on s'est dit avec les collègues. On, dit, bon, on a vu un chapitre qu'il ne fallait pas voir. Bon, ben, vaut mieux voir un chapitre qu'il ne fallait pas voir plutôt que de ne pas avoir vu un chapitre qu'il fallait voir. Mais est-ce qu'on pourrait revoir des exercices qui sont susceptibles de tomber, par exemple sur le budget de trésorerie? Oui, on peut retravailler sur les Là, billes. je me souviens, c'était le premier et c'était hard un peu. Oui, 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 sans aucun problème. Alors, la problématique pour vous, c'est que c'est la première fois qu'on va passer le BTS nouvelle formule. Donc, je vais vous faire travailler, j'ai plein d'annales des années précédentes, mais je ne peux pas vous assurer. Alors, bien sûr, il y a des pans du programme qui ont changé, d'accord? Mais il y a 60% du programme qui reste commun à ce qui était fait depuis 2 ans. Et comme l'année dernière, il n'y a pas eu BTS, on ne sait pas. Donc, je vous montrerai comment ça a été présenté dans les annales, mais avec le programme, en sachant par exemple les budgets, c'est toujours au programme. D'accord? Donc, je ne vois pas pourquoi on changerait les modes d'exercice qui sont proposés. Question technique, monsieur. C'est quand le prochain DS? J'en sais rien. Je vous ai dit, hein, ce sera que des quiz. Hein. D'accord? Je vous l'avais déjà dit, on fera pas de DS pur et dur. Ce sur quoi il faut vous concentrer, c'est le BTS blanc qui sera là d'ici, je crois, le mois de mai. Hein. Et par contre, je veux bien vous donner des exercices, il n'y a aucun souci, et faire les corrections en cours. Là, il n'y a aucun problème. Mais je ne peux plus m'engager à faire les notes du premier quiz. Vous aviez déjà fait un premier quiz? Je les ai là. Vous l'avez fait quand le quiz? Vous vous souvenez, là? Hop, hop, je vais regarder ça. Alors, je mets mes notes qui sont sales. Est-ce que c'était sur le bilan? Oui, voilà, j'en ai un bilan le 14 février. Oui, je crois bien. Ok, alors. Et c'était le caout, quoi. Ouais, voilà, voilà. Oui, oui. Oula. Bon, bah, ok. Ok, 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 ok. Alors, ouais, d'accord. Alors, ok, vous avez eu 16 ananes. 80% de bonnes réponses. Bon, c'est simple, hein, vous multipliez, si vous vous souvenez de votre pourcentage. Charlotte, elle a eu 18. Eva a eu 18. Qui est-ce qui a encore là? Mathilde a eu 18. 9 bonnes réponses sur 10. Qui est-ce qui est là? Qui est-ce que j'ai pas nommé qui voudrait? C'est notre Valérie, peut-être? Audrey, Audrey, Audrey. C'est Audrey, votre nom, c'est Audrey Chenot. Ah oui, alors il y en a un qui m'a mis 1000. Super, bah, il n'y aura pas de note. Hein. Alors, Valérie, vous avez eu 20. Ah bah, Audrey, c'est Audrey? Bah, vous êtes la première. Vous avez eu 20. Voilà. Avec 9571 points. Ensuite, il y a Léna. Waouh, Léna Godin. Il y a eu un bug internet et ça a bugué. J'ai pas pu répondre à une question. Donc forcément, Ah ça oui, m'a c'est vous qui demandé. m'avez. Bah, ouais, mais après, je peux pas, je peux rien faire. Bon, ça va, vous avez eu une bonne note. Ouais, il n'y a pas eu beaucoup. Il y a une, deux. Ouais, il y a quand même 2 personnes qui sont en dessous de la moyenne. Léna a eu 20, oui. Elle est arrivée deuxième au général. Et troisième. Voilà, je suis content. Dans les 4 premiers, première, donc c'est Audrey, c'est Audrey de Montpellier, ensuite c'est Léna de Lille, Antoine de Lille et c'est Marie-Sophie, je crois, son prénom, de Lille. Donc merveilleux. Et ensuite, j'ai une Déblé, mais que je ne connais pas, qui est de Lille aussi. Vive Lille.
Et ensuite, Mathilde 12e de Lille aussi. Ouais, bon classement pour Lille. Hein. Bon classement pour Lille. Voilà, bon allez, ça termine notre séance pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine et on fera un petit peu de budget. Vous vouliez parler, Anne? Je vois que vous avez la main levée. Une petite réflexion, quelque chose? Non? Plus de main levée? Ok. Non, pardon, c'était tout à l'heure. Dans les 10 premiers, il y a quand même les campus de Montpellier. Oui, bah, la première, c'est le campus de Montpellier. Et Valérie aussi est en 5e position. Après, bon, voilà. C'est plus pour. Il y a Lou aussi qui est dans les 10 premières. Bon, c'est plus pour vous faire travailler. Il y a sa sœur aussi, parce que j'ai une deuxième Barthès qui est 13e, qui a aussi une bonne note. Bon, il n'y a que les bonnes notes. Hein. Il n'y a que 2 personnes qui n'ont pas eu la moyenne, qui ont 8. Bon, voilà. Après, elles se disent, voilà, c'est des choses qu'il faut que je revoie. Ou sinon, tout de suite, après, ça monte ici, j'ai un autre 10. Ouais. Bon, ça va encore. Ça marche? Bon, allez. Je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis bon week-end surtout, et à la semaine prochaine, on fera un peu de budget. D'accord? Allez, Merci bonne beaucoup, au soirée, à la revoir. semaine prochaine. Merci.